J'ai eu l'impression que ses membres faisaient au moins 2 fois la longueur du bus. J'étais en train de pêcher avec mes frères, mes cousins, notre oncle et quelques-uns de ses potes. On avait loué un bateau pour la journée, rien de spécial, comme on l'a fait des centaines de fois. L'ambiance était tranquille, les discussions allaient et venaient, les lignes de pêche plongeaient et ressortaient de l'eau. C'était une de ces journées qui semblent éternelles, où tout est calme sauf le clapotis de l'eau contre la coque. On a pêché pendant des heures. La lumière avait cette qualité douce, presque irréelle, comme si tout était filtré à travers un voile orange, ce moment entre le jour et la nuit qu'on appelle le crépuscule. Le soleil était encore là, mais il ne chauffait plus vraiment. Tout semblait légèrement plus sombre, un peu plus silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. On a commencé à remballer, à mettre nos affaires en ordre et à remonter vers la ville. Le bateau avançait lentement, la trajectoire tranquille, les conversations flottant dans l'air tiède. Et puis, soudainement, quelque chose s'est passé. Je n'ai pas vu de quoi il s'agissait tout de suite. Je ne l'ai pas vu surgir, ni émerger. Tout ce que j'ai vu, c'est l'eau bouger de façon complètement anormale sous le bateau. Une vague venue de nulle part a secoué l'embarcation assez fort pour nous faire tous vaciller. Pas une petite secousse, mais quelque chose qui nous a clairement surpris, qui a renversé des boissons et fait claquer nos coques de pêche contre le bois. À ce moment-là, tout le monde s'est figé. On s'est tous tournés vers l'eau, comme attirés par ce qui venait de se passer. Mais l'eau était redevenue calme, aussi immobile que si rien ne s'était produit. Je n'ai pas vraiment eu le temps de distinguer la forme de ce qui avait causé ça. Je sais juste que ça devait être énorme. Suffisamment énorme pour faire tanguer un bateau de pêche normal. Et je peux jurer que dans mon esprit, ce n'était pas juste un poisson ordinaire. Quelque chose d'énorme, presque comme un poisson géant. Peut-être que j'exagère un peu en racontant maintenant, mais sur le moment, c'est la seule comparaison qui me venait à l'esprit. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de choses étranges dans ce lac. Mes grands-parents racontaient souvent des histoires à propos de nos ancêtres et d'une créature mystérieuse qui vivrait dans ces eaux. Rien de vraiment effrayant dans leurs récits, pas de légendes sinistres ou de mises en garde terrifiantes. Juste des histoires transmises de génération en génération, comme si tout le monde savait, au fond, qu'il y avait quelque chose là-dessous que l'on ne comprenait pas complètement. Ils disaient toujours que ce n'était pas agressif, juste qu'il était là. Comme s'il souhaitait être laissé tranquille, éloigné des regards. Un peu comme un gardien du lac, observant sans intervenir, vivant dans les profondeurs où personne ne va jamais. Alors peut-être que ce soir-là, au moment où la lumière virait à cet orange crépusculaire, nous avons juste effleuré une petite partie de ce mystère. Je croyais que les appels à l'aide dans les bois étaient des animaux. Jusqu'à ce qu'ils prononcent mon prénom. Je vis près d'une zone boisée depuis plusieurs années, suffisamment proche pour entendre les sons nocturnes, mais assez loin pour ne jamais voir personne passer par hasard. Comme beaucoup de gens dans le coin, j'ai déjà entendu des bruits étranges la nuit, des cris lointains, des gémissements, parfois des sons qui ressemblent vaguement à des appels à l'aide. On apprend vite à les ignorer, à les attribuer aux animaux, surtout aux renards ou aux cervidés. Pendant longtemps, j'ai fait la même chose. Les appels étaient rares, toujours étouffés par la distance, et jamais assez clairs pour être réellement compréhensibles. Ils survenaient surtout tard dans la nuit, quand le vent était faible et que la forêt semblait absorber chaque son. Je me contentais de fermer les fenêtres et de me convaincre que ce n'était rien. Puis, une nuit, quelque chose a changé. J'étais éveillé, incapable de dormir, quand j'ai entendu un appel distinct, plus proche que d'habitude. Ce n'était pas un cri animal. C'était une voix humaine, affaiblie, comme si elle venait de quelqu'un épuisé ou blessé. Elle provenait de la lisière des bois, à une distance difficile à estimer, mais suffisamment proche pour être impossible à ignorer. Ce qui m'a d'abord troublé, c'est la manière dont la voix appelait. Les mots semblaient hésitants, mal enchaînés, comme si la personne avait du mal à se souvenir de ce qu'elle devait dire. Les pauses étaient trop longues, les intonations légèrement décalées,
mais l'ensemble restait crédible, presque convaincant. J'ai écouté pendant de longues minutes, paralysé par l'indécision. Puis la voix a prononcé mon prénom. Pas crié. Pas imploré. Simplement énoncé, calmement, comme pour vérifier quelque chose. Le son était parfaitement articulé, sans accent particulier, sans émotion reconnaissable. Juste mon prénom, répété une fois, puis une seconde, avec exactement le même ton. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, à écouter, le cœur battant, conscient que personne ne pouvait connaître mon prénom ici. Je vis seul. Je n'ai pas de voisins proches. Et surtout, personne n'avait jamais eu de raison de m'appeler depuis ces bois. La voix s'est déplacée lentement, décrivant un arc le long de la lisière, restant toujours à la même distance de la maison. Elle répétait parfois des fragments de phrases, parfois seulement des sons, comme si elle testait ce qui fonctionnait. Mon prénom revenait de temps en temps, toujours prononcé de la même manière neutre. Après un long moment, tout s'est arrêté. Le silence qui a suivi était plus oppressant encore que les appels. Un silence total, sans insectes, sans vent, comme si la forêt elle-même attendait quelque chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Depuis, j'entends encore parfois des appels dans les bois. Ils sont moins fréquents, plus lointains. Je reconnais parfois des voix qui ne me sont pas inconnues, des intonations familières, des rythmes de paroles que j'ai déjà entendus ailleurs. Je n'écoute plus jamais assez longtemps pour comprendre. Parce que je sais maintenant que ce qui appelle à l'aide n'est pas perdu. Ça cherche simplement à savoir qui serait assez imprudent pour répondre. Je vis dans une banlieue de l'Illinois et, pendant très longtemps, je n'avais jamais vécu quoi que ce soit d'étrange. Rien de bizarre, rien d'inexplicable. Une vie normale, un quartier calme, le genre d'endroit où les journées se ressemblent toutes. Juste en face de chez moi, il y a une réserve forestière assez immense. Un vrai morceau de nature coincé entre des maisons, avec des arbres denses, des sentiers, des zones où personne ne va vraiment. J'ai grandi en sachant qu'elle était là, sans jamais vraiment y prêter attention. Il y a environ 10 ans, quelque chose a changé. Un jour, je regardais par la fenêtre, sans raison particulière. Juste ce moment où tu fixes l'extérieur en laissant ton esprit vagabonder. Et c'est là que je l'ai vu. Dans la lisière de la réserve, juste assez près pour être clairement visible. C'était un chat. Enfin, c'est ce que mon cerveau a immédiatement essayé de comprendre. Un énorme chat noir, au pelage uniforme, qui avançait lentement, très bas près du sol, comme un prédateur en chasse. Mais ce n'était pas un chat normal. Sa taille était complètement irréelle. Il faisait au moins 2 mètres de long, peut-être plus. Son corps était massif, puissant, et sa queue attirait immédiatement l'attention. Elle était longue, épaisse, et légèrement recourbée, presque en spirale à son extrémité. Une queue qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu sur un animal de ce genre. Il se déplaçait sans faire de bruit, avec une fluidité presque hypnotique. Chaque pas était précis, contrôlé. Il ne semblait pas pressé, mais il était clairement concentré sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Pendant quelques secondes, j'ai été incapable de bouger. Je savais instinctivement que ce que je regardais n'était pas censé être là. Pas dans une banlieue de l'Illinois. Pas à quelques mètres de maison et de route. J'ai paniqué et je suis allé chercher ma mère. Je me souviens avoir parlé trop vite, d'avoir essayé d'expliquer ce que je venais de voir sans vraiment trouver les mots. Quand nous sommes revenus à la fenêtre, l'animal avait disparu. Il n'y avait plus rien. Juste les arbres, immobiles, et le sol couvert de feuilles. Ma mère a regardé quelques instants, puis m'a dit que j'avais dû me tromper, que c'était sûrement une illusion, une ombre, peut-être un gros chien. Pendant longtemps, j'ai voulu la croire. Je me suis convaincu que mon esprit m'avait joué un tour. Que j'avais exagéré. Que la fatigue ou l'imagination avaient fait le reste. Puis, l'année dernière, je suis tombé sur un article du Chicago Tribune. Il parlait de créatures mythiques aperçues dans l'Illinois.
Je lisais ça par curiosité, sans y penser sérieusement. Et soudain, je suis tombé sur un passage qui parlait de panthères noires géantes. Des témoignages, des descriptions. Des silhouettes vues près de forêts et de réserves naturelles. Des chats noirs énormes, trop grands pour être des animaux ordinaires. Mon estomac s'est noué instantanément. Les descriptions correspondaient presque parfaitement à ce que j'avais vu des années plus tôt. Même la queue revenait dans certains récits. Je peux dire sans exagérer que je n'ai jamais autant paniqué qu'en lisant cet article. Pas parce que la créature existait peut-être, mais parce que quelque chose que j'avais rangé dans la catégorie des hallucinations venait soudainement de trouver un écho réel, documenté, partagé par d'autres personnes. Dans ma famille, on ferme toujours les volets à la tombée de la nuit. J'ai enfin demandé pourquoi. Dans ma famille, fermer les volets à la tombée de la nuit a toujours été un réflexe. Peu importe la saison, peu importe la météo, dès que le soleil disparaissait derrière l'horizon, la maison se refermait sur elle-même. Enfant, je n'ai jamais vraiment remis cette habitude en question. C'était simplement comme ça, au même titre que verrouiller la porte ou éteindre les lumières extérieures. En grandissant, j'ai commencé à trouver ça excessif. La maison est située dans un hameau calme, entouré de champs et de quelques bosquets, sans voisins immédiats. Rien qui justifie une telle précaution. Quand je posais la question, on me répondait toujours vaguement, en évoquant la sécurité, les animaux, ou simplement les habitudes anciennes. Récemment, j'ai passé quelques nuits seul dans la maison familiale, après le départ de mes parents. La première soirée, par réflexe, j'ai fermé les volets comme d'habitude. La deuxième, j'ai décidé de les laisser ouverts, plus par défi que par réel courage. La nuit est tombée lentement, et avec elle, un silence étrange s'est installé. Pas le silence normal de la campagne, mais une absence presque totale de son, comme si tout s'était arrêté en même temps. Je me suis surpris à écouter, tendu, cherchant un bruit familier qui ne venait pas. C'est en regardant par la fenêtre que j'ai compris que quelque chose clochait. Dans le champ en face de la maison, une forme se tenait immobile. Elle était trop loin pour distinguer des détails précis, mais sa silhouette était clairement verticale, trop haute pour être un animal. Elle ne bougeait pas, ne semblait pas respirer, mais sa présence était indéniable, comme un élément ajouté artificiellement au paysage. Les minutes passaient, et la forme restait là, sans se rapprocher, sans s'éloigner. J'ai remarqué qu'elle se trouvait exactement à la limite de ce que la lumière intérieure permettait d'éclairer. Au-delà, elle se fondait dans l'obscurité totale. À un moment, j'ai eu l'impression que la forme avait légèrement changé de posture. Pas un déplacement franc, mais un ajustement subtil, comme si elle s'était redressée ou avait incliné ce qui lui servait de tête. La sensation qui m'a traversé à cet instant n'était pas de la peur pure, mais une certitude glaçante d'être observé depuis longtemps. J'ai fermé les volets sans réfléchir, le cœur battant, et me suis éloigné des fenêtres. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident, mais je n'ai presque pas dormi, hanté par l'image de cette silhouette figée dans le champ. Le lendemain matin, il n'y avait aucune trace dehors. Le sol était intact, l'herbe immobile, comme si rien ne s'était jamais tenu là. Je n'ai plus jamais laissé les volets ouverts depuis. Je comprends maintenant que ce n'est pas la maison que l'on protège en les fermant. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand j'ai eu 16 ans, je rentrais chez moi en camion après avoir passé la soirée chez des amis. Mon petit frère était assis sur le siège passager. On vivait un peu à l'écart de la ville, dans une ville universitaire entourée de routes sombres et d'arbres, alors à peu près à mi-chemin, j'ai allumé les projecteurs anti-serre du camion. Techniquement, c'était illégal de rouler avec, mais à cet âge-là, je m'en foutais un peu. Ces lumières étaient incroyablement puissantes. Elles éclairaient le ciel et la route à une distance ridicule, facilement 300 pieds devant nous, transformant la nuit en une sorte de tunnel blanc artificiel. La route était familière. On la connaissait par cœur. Des virages doux, des arbres serrés de chaque côté, le silence typique de la campagne après une certaine heure. On parlait tranquillement,
rien de spécial, jusqu'au moment où on a pris le dernier virage avant la maison. Et là, on l'a vu. Dans l'arbre juste après le tournant, éclairé de plein fouet par les projecteurs, il y avait quelque chose en train de grimper. Mon cerveau a mis une seconde à comprendre ce que je regardais, et la seule image qui m'est venue, c'était la créature volante de Dead Space. Un truc maigre, anguleux, pas du tout naturel. Pas un animal que tu t'attends à voir dans un arbre au bord d'une route. La chose montait le long du tronc avec une agilité dérangeante. Ce n'était pas un simple saut ou un battement d'ailes. Elle utilisait ses membres pour grimper. Des sortes de mains, longues et fines, exactement comme la partie pointue d'une aile de chauve-souris. Je me souviens très clairement de ce détail, parce que c'est ça qui m'a glacé le sang. Des appuis précis, agrippant l'écorce pour se hisser vers le haut. Je n'ai rien dit tout de suite. Mon frère non plus. Mais je savais qu'il voyait la même chose que moi. Et puis il a lâché un oh putain à voix basse, et ça a confirmé ce que je redoutais. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas juste mon imagination qui s'emballait. Oui, avec du recul, je sais qu'on peut dire que ça aurait pu être une chouette ou un autre animal nocturne. J'ai essayé de me le répéter des dizaines de fois. Mais aucune chouette que je connais ne grimpe à un arbre de cette façon. Aucune ne s'accroche avec des sortes de mains articulées. Et aucune ne ressemble à cette silhouette tordue, presque humanoïde, figée dans la lumière crue des projecteurs. J'ai continué jusqu'à la maison, le cœur battant, les mains crispées sur le volant. Dès que je me suis garé, on est sorti du camion et on a couru à l'intérieur sans se retourner. J'ai installé des pièges photos pour des loups. Ce que j'ai capturé se tenait debout. J'ai installé des pièges photos pour des loups dans une zone forestière protégée, dans le cadre d'un suivi de population mené par une petite équipe de bénévoles. Le secteur était connu pour être difficile d'accès, loin des routes et rarement fréquenté, ce qui en faisait un endroit idéal pour observer des animaux discrets sans trop d'interférences humaines. Les premiers jours, tout s'est déroulé normalement. Les caméras ont capturé des images de cerfs, de renards, parfois même un loup solitaire, toujours à distance, toujours prudent. Rien d'inhabituel, rien que je n'avais déjà vu des dizaines de fois auparavant. Puis j'ai consulté une série de photos prises en pleine nuit. Au début, je n'ai pas compris ce que je regardais. L'image était sombre, légèrement floue, éclairée par le flash infrarouge. On distinguait une masse claire au centre du cadre, trop grande pour être un loup, mais dont la posture évoquait vaguement un animal. En regardant plus attentivement, j'ai réalisé que la chose était dressée sur ses pattes arrière. Ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, ce n'était pas seulement sa position verticale, mais la manière dont son corps semblait mal équilibré, comme si cette posture n'était pas naturelle pour elle. Le dos était trop droit, les membres antérieurs pendaient de façon rigide, et la tête semblait légèrement penchée, comme si elle observait directement l'objectif. Les photos suivantes étaient pires. La créature s'était rapprochée de la caméra, image après image, toujours debout, toujours centrée, comme si elle savait exactement où se trouvait le capteur. Sur l'une des photos, on distinguait clairement la forme allongée de ses membres, trop longs pour être ceux d'un animal quadrupède, et une tête dont les traits restaient indéfinis, avalés par l'ombre. Il n'y avait aucune image de départ. La série commençait avec la chose déjà présente, puis se terminait brusquement, sans montrer son éloignement. Comme si elle avait simplement quitté le champ sans repasser devant l'objectif, ou comme si elle s'était approchée suffisamment près pour ne plus être visible. Le lendemain, je suis retourné sur place pour récupérer la caméra. Le boîtier était intact, solidement fixé à l'arbre, mais l'environnement autour avait changé. Le sol était tassé, marqué par des empreintes confuses, profondes, irrégulières, disposées de manière trop rapprochée pour un loup en mouvement normal. Certaines traces semblaient indiquer un appui prolongé, comme si quelque chose était resté immobile là pendant un long moment. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est que les loups ont disparu des relevés après ça. Plus aucune image, plus aucune trace, comme si toute la faune avait déserté la zone en même temps. J'ai transmis les données, puis on m'a demandé de ne plus installer de caméra dans ce secteur précis.
Aucune explication officielle n'a été donnée. Les images ont été classées comme anomalies techniques. Je ne crois pas que ce que j'ai photographié était un loup. Et je ne crois pas non plus que la chose se soit dressée par hasard. J'ai le sentiment très clair qu'elle a compris ce qu'était la caméra, et qu'elle a choisi de se montrer sous une forme que je pouvais reconnaître comme étant presque humaine. Je vis au Nouveau-Mexique, et non, ce n'était pas un ovni blanc dans le ciel ni un type ivre qui rentrait chez lui. Je marche beaucoup. Ça m'aide à réfléchir, à mettre de l'ordre dans mes pensées, et honnêtement, ça fait juste du bien. J'aime être dehors, surtout quand il n'y a pas trop de monde. Un jour, mon père nous a emmenés, avec des amis à lui, dans des cabanes perdues dans la nature. Un de ces endroits où il n'y a presque aucun bruit artificiel, où tout semble un peu plus lent. Pendant que les adultes discutaient, j'ai décidé d'aller faire une promenade sur un sentier pas très loin. Je le connaissais déjà un peu. Le départ se fait après un petit pont en métal qui traverse une rivière. Ce n'est pas une image inventée, c'est vraiment un vieux pont métallique qui résonne quand on marche dessus. Après ça, le sentier s'enfonce dans les bois et forme une boucle. Même la nuit, se perdre n'était pas vraiment un risque. Il y avait des lumières espacées le long du chemin, suffisamment pour ne pas s'égarer hors du sentier. Ce soir-là, le soleil était en train de se coucher. Il restait à peine de la lumière dans le ciel, et avec les arbres serrés tout autour, l'endroit était déjà plongé dans une pénombre presque complète. J'étais d'ailleurs déjà sur le chemin du retour, tranquillement. Comme toujours quand je marche, je regardais autour de moi. Les bois sont vraiment beaux à cette heure-là. Les formes, les ombres, tout a une allure presque irréelle. Et puis, quelque chose a bougé. Je l'ai d'abord vu du coin de l'œil droit, une forme en mouvement sur la gauche. Ce genre de mouvement qui te fait tourner la tête sans même réfléchir. Quand j'ai regardé directement, la chose était toujours là. Ça ressemblait vaguement à un gros chien. Vaguement. Il était assez massif, à peu près de la taille d'un grand chien de type Terre-Neuve. Sauf qu'il n'avait pas de poils. Pas du tout. Sa peau était nue, lisse, et ça lui donnait un aspect complètement dérangeant. Ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est sa façon de se déplacer. Ses pattes avaient l'air abîmées, tordues, comme si elles avaient été cassées puis mal ressoudées. Il ne marchait pas normalement. Il se dandinait, avançant maladroitement, s'éloignant du sentier, et heureusement pas vers moi. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'essayais désespérément de trouver une explication logique. Un coyote malade. Un chien errant blessé. N'importe quoi. Mais rien ne collait. Je n'avais jamais vu un animal bouger comme ça. Dans ma tête, l'image qui revenait sans cesse, c'était celle d'un énorme chien sans poils, avec des pattes mal formées et une posture complètement bancale. Sa bouche était grande ouverte. Pas comme un animal qui grogne ou qui attaque, juste ouverte, comme s'il respirait lourdement. J'ai aperçu de petites dents, pas impressionnantes, mais suffisamment visibles pour me mettre mal à l'aise. Il ne semblait pas conscient de moi. Ou alors, il s'en fichait totalement. Il avançait comme s'il était dans son propre monde, cognant parfois ses pattes contre des arbres, comme s'il voyait mal ou comme s'il était presque aveugle. Ce détail m'a marqué. Il avait l'air perdu. Comme quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là, sur ce sentier éclairé, dans des bois censés être familiers. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, le souffle court, à le regarder s'éloigner. Puis, quand il a disparu entre les arbres, j'ai repris ma marche, beaucoup plus vite cette fois. Je n'ai pas couru, mais chaque pas était tendu, prêt à basculer. Je regardais sans cesse autour de moi, persuadé que quelque chose d'autre pouvait surgir. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Je pensais être seul en camping sauvage. Puis j'ai trouvé des empreintes, qui s'arrêtaient net devant ma tente. Je pratique le camping sauvage depuis des années, toujours seul, toujours loin des zones fréquentées. J'aime le sentiment d'isolement, le silence, la sensation de ne dépendre que de moi-même. Je prends des précautions, je connais les règles,
et jusqu'à cette nuit-là, je n'avais jamais eu le moindre incident. J'avais installé ma tente dans une clairière reculée, entourée d'arbres épais, à plusieurs heures de marche du sentier le plus proche. Le terrain était plat, légèrement humide, parfait pour garder des traces visibles. La nuit s'est installée lentement, sans bruit particulier, et je me suis endormi sans difficulté. Je me suis réveillé très tôt, juste avant l'aube, avec cette sensation familière mais désagréable d'avoir été observé. L'air était immobile, et le silence plus dense qu'il n'aurait dû l'être. En sortant de la tente, j'ai immédiatement remarqué les empreintes. Elles venaient de la forêt, bien alignées, régulières, comme si quelque chose avait marché droit vers moi. Elles étaient grandes, profondément marquées dans le sol, et trop espacées pour appartenir à un humain. Ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'elles s'arrêtaient net, juste devant l'entrée de la tente. Il n'y avait aucune trace de demi-tour. Aucune empreinte repartant vers les arbres. J'ai d'abord pensé que le sol avait pu être perturbé, que les traces arrière avaient été effacées par l'humidité ou le vent. Mais en regardant plus attentivement, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Le terrain était intact, comme si la chose s'était simplement arrêtée là, puis avait cessé d'exister à cet endroit précis. Autour de la tente, l'herbe était couchée de manière circulaire, comme si quelque chose s'était penché, s'était rapproché très près, sans jamais entrer. Les piquets étaient légèrement enfoncés plus profondément que la veille, comme si le sol avait été comprimé par un poids supplémentaire pendant la nuit. Je n'ai trouvé aucune marque sur la toile, aucune déchirure, aucun signe de contact direct. C'était presque pire ainsi, car cela signifiait que la chose avait choisi de ne pas intervenir davantage. J'ai plié le campement aussi vite que possible et quitté la clairière sans prendre le temps de déjeuner. En partant, j'ai eu la certitude étrange que si j'avais ouvert la tente plus tôt, ou fait un bruit pendant la nuit, les empreintes ne se seraient pas arrêtées à l'entrée. Depuis, je ne campe plus jamais sans observer attentivement le sol autour de moi avant de m'installer. Et certaines fois, quand je ne trouve aucune trace autour de mon campement au matin, je ressens un malaise encore plus grand. Parce que je sais maintenant que certaines choses n'ont pas besoin de laisser d'empreintes pour être là. Il y a quelques mois, j'étais à Cusco, au Pérou, avec mon copain. Nous avions loué un appartement dans la vieille ville, dans une de ces rues étroites aux murs anciens, où tout semble chargé d'histoire. L'endroit était charmant, mais aussi un peu oppressant, avec ses plafonds bas, ses murs épais et ce silence étrange la nuit, comme si la ville retenait son souffle une fois les touristes couchés. Une nuit, je me suis réveillé brusquement vers 3h30 du matin. Je me sentais incroyablement mal. Une sensation de claustrophobie intense, comme si l'air était devenu trop lourd pour être respiré. Mon cœur battait vite, beaucoup trop vite, et une anxiété brutale m'a envahi sans raison apparente. Je n'étais pas simplement réveillé, j'étais en état d'alerte, comme si quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité de la chambre. Dans le noir, juste à côté de moi, il y avait une silhouette humaine, entièrement noire, comme une ombre plus dense que l'obscurité elle-même. Elle avait une forme vaguement humaine, mais sans détail précis, sauf les yeux. Des yeux d'un blanc éclatant, presque lumineux. La chose était penchée au-dessus de mon copain, assise sur sa poitrine, comme si elle l'écrasait de tout son poids. Je n'arrivais pas à bouger. Mon cerveau hurlait que ce n'était pas possible, que ce n'était pas réel, mais mes yeux refusaient de détourner le regard. La silhouette s'est tournée vers moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Cette seconde a semblé durer une éternité. Je n'ai jamais ressenti un tel mélange de peur et de vulnérabilité. Puis, sans avertissement, elle s'est jetée vers moi. J'ai sursauté violemment et j'ai fermé les yeux par réflexe, persuadé que quelque chose allait me toucher. Quand j'ai rouvert les yeux, la silhouette avait disparu. La chambre était vide. Mon copain dormait encore, mais l'atmosphère avait changé. L'air semblait lourd, presque électrique. J'étais terrorisé, le corps entier tendu, incapable de me rendormir. Quelques instants plus tard, mon copain s'est réveillé à son tour. Il était agité, visiblement perturbé, comme s'il sortait d'un très mauvais rêve. La pièce était toujours oppressante,
difficile à décrire autrement que comme profondément malsaine. On n'a pas beaucoup parlé. On est resté éveillé un moment, en silence, jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter. Le lendemain matin, en essayant de faire comme si tout allait bien, je lui ai demandé s'il avait bien dormi. Il m'a regardé, hésitant, puis il m'a dit qu'il avait fait une énorme crise de panique pendant la nuit. Qu'il s'était réveillé avec la sensation d'un poids énorme sur la poitrine, comme si quelque chose l'écrasait et l'empêchait de respirer. J'ai senti mon estomac se nouer. Je lui ai alors raconté ce que j'avais vu. La silhouette. Les yeux blancs. Le fait qu'elle était assise sur lui. En m'écoutant, il est devenu livide. Aucun de nous n'a trouvé d'explication satisfaisante. On a évoqué le mal de l'altitude, les rêves étranges, la paralysie du sommeil. Tout semblait possible, et en même temps, rien ne suffisait vraiment à expliquer pourquoi nos expériences correspondaient à ce point. Je nettoie des sentiers de randonnée abandonnés. Certains panneaux sont griffés de l'intérieur. Je travaille occasionnellement pour une association locale qui s'occupe de remettre en état d'anciens sentiers de randonnée laissés à l'abandon. La plupart du temps, c'est un travail ingrat mais simple, dégager des branches, retirer des panneaux tombés, vérifier que les chemins sont encore praticables. Les zones concernées sont généralement isolées, loin des parcours touristiques. Lors de ma dernière mission, on m'a assigné un sentier fermé depuis plusieurs années, officiellement à cause de risques d'éboulement. En arrivant sur place, j'ai immédiatement compris pourquoi personne ne s'y rendait plus. La végétation avait tout envahi, et le silence était si total qu'il en devenait presque artificiel. En progressant sur le sentier, j'ai commencé à remarquer des panneaux de signalisation dans un état étrange. Certains étaient tordus, d'autres arrachés, mais plusieurs portaient surtout des marques profondes, longues et irrégulières. Au premier regard, on aurait dit des griffures laissées par un animal. En m'approchant, j'ai compris que quelque chose clochait. Les marques étaient orientées vers l'extérieur. Les panneaux avaient été attaqués depuis l'intérieur, comme si quelque chose avait essayé d'en sortir. Le métal était déformé vers l'avant, et le bois éclatait dans le sens opposé à ce que produirait un choc venant du sentier. Ce n'était pas le résultat d'un accident ou d'un vandalisme classique. Plus j'avançais, plus les panneaux abîmés se multipliaient. Certains étaient complètement retournés, d'autres portaient des traces de pression, comme si on avait tenté de les plier avec une force mal répartie. Il y avait aussi des marques sur les arbres proches, à hauteur d'homme, parfois plus haut, laissant penser que ce qui avait causé ces dégâts se déplaçait debout, ou du moins très haut. À un moment, j'ai réalisé que le sentier ne suivait plus vraiment une logique humaine. Il semblait contourner certaines zones de manière excessive, comme s'il avait été redessiné pour éviter quelque chose. Dans une clairière étroite, j'ai trouvé un amas de panneaux entassés contre un talus, tous marqués de la même manière, comme si on les avait regroupés là volontairement. Le plus dérangeant, ce n'était pas les dégâts, mais l'impression persistante d'être observé. Pas suivi, mais surveillé depuis une position fixe. Chaque fois que je levais les yeux, cette sensation s'intensifiait, sans que je puisse repérer quoi que ce soit entre les arbres. J'ai écourté la mission et signalé l'état du sentier. Depuis, on ne m'a plus jamais recontacté pour cette zone. Par curiosité, j'y suis retourné quelques semaines plus tard, seul, en restant à bonne distance. Les panneaux avaient disparu. Il ne restait aucune trace de métal, aucun éclat de bois, comme si tout avait été retiré avec soin. Le sentier était à nouveau obstrué, effacé par la végétation, et l'air y semblait encore plus lourd qu'avant. Je ne crois pas que ces panneaux servaient à avertir les randonneurs. Je pense qu'ils servaient à contenir quelque chose. Il y a 3 moments qui me viennent à l'esprit immédiatement. Quand j'avais environ 3 ans, j'avais 2 amis imaginaires. Je ne me souviens plus de leur nom. C'était il y a très longtemps. C'était quelque chose de simple et de blanc, comme Tommy ou Timmy pour les deux. Ces amis étaient tous les deux des garçons, du même âge, et ils se ressemblaient exactement. Ils portaient des salopettes sans chemise et étaient sales.
L'un tenait une fourche. Pas une fourche du diable, mais une vieille fourche à foin de ferme. L'autre petit garçon portait une pelle. Ils étaient généralement gentils, parfois ils se mettaient en colère, mais ce n'était jamais grave. Ils apparaissaient tous les matins au pied de mon lit. Mes parents ont à peu près ignoré ça. Quand j'ai grandi, on parlait des amis imaginaires chez ma grand-mère et je les ai mentionnés. Ma grand-mère est devenue livide. Apparemment, ces deux petits garçons étaient les fils jumeaux de mon arrière-arrière-grand-père issus de son premier mariage. Ils étaient anémiques et un jour, en jouant dehors à la ferme, ils se sont retrouvés coincés dans une clôture en fil barbelé. Quand quelqu'un les a trouvés, il était déjà trop tard. La deuxième fois, c'était quand j'avais environ 4 ans. Je dormais pendant que mes parents regardaient un film d'horreur. Ils ont entendu quelque chose cogner contre la maison, mais ils ont pensé que c'était juste le vent ou quelque chose de normal. Ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, je me suis levé et je suis sorti jouer. Tout était couvert de sang. Il y en avait étalé sur ma balançoire, étalé sur la maison jusqu'à une hauteur de 6 à 7 mètres, autour de ma piscine, et partout sur l'herbe. La seule chose propre, c'était l'intérieur de la piscine. Elle était parfaitement claire, pas une goutte de sang dedans. Je suis rentré dire à ma mère que quelque chose n'allait pas, et elle m'a vu couvert de sang et a paniqué. Après avoir compris que je ne saignais pas, elle a couru dehors, a regardé autour d'elle et a hurlé pour appeler mon père. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun animal mort, aucun seau, aucune source apparente, et il n'y avait aucun moyen pour qu'une personne ait pu projeter du sang aussi haut sur la maison. La troisième fois est arrivée peu après l'incident du sang. Mon père ne m'aimait pas quand j'étais petit et ma mère devait travailler 3 emplois. Il dormait tous les matins et ne me nourrissait pas. J'ai donc dû apprendre à me lever et à cuisiner seul. J'avais une routine. Je sortais du lit, je regardais dans le couloir pour m'assurer que mon père dormait, j'allais me faire à manger, puis je regardais Blues Clues jusqu'à ce que ma mère rentre. Un jour, je me suis levé et tout semblait normal jusqu'à ce que je passe la tête au coin du couloir pour vérifier si mon père dormait encore. Il dormait. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était l'énorme silhouette humanoïde rouge sombre qui se tenait au-dessus de lui pendant qu'il dormait. J'étais un petit courageux, alors je me suis planté au milieu du couloir face à la chose et j'ai crié pour qu'elle s'éloigne de mon père. Elle a tourné la tête vers moi. Elle n'avait pas de visage. Il y avait juste 2 cercles, l'un un peu plus petit que l'autre. Le petit là où aurait dû être la zone du nez, et le plus grand là où aurait dû être la bouche. Mais il n'y avait pas de trou. Elle a grogné comme un chien, mais plus fort, beaucoup plus fort. Un son qu'on sent dans les os. J'ai couru me cacher sous mon lit. Au bout d'un moment, je me suis dit que si ça devait me trouver, ça regarderait probablement sous le lit en premier. Alors j'ai vérifié si la voie était libre, j'ai couru dans le salon et je me suis caché près de la porte d'entrée jusqu'à ce que ma mère rentre. Je ne sais toujours pas ce que c'était, je ne l'ai jamais revu et je n'ai jamais trouvé de légende à son sujet. Ma sœur a disparu il y a 10 ans. La semaine dernière, j'ai entendu sa voix derrière la maison. Ma sœur a disparu il y a 10 ans, et avec le temps, j'ai appris à vivre avec ce vide. Pas à l'accepter vraiment, mais à le ranger quelque part dans ma tête, dans cet espace où l'on met les choses auxquelles on ne peut plus rien changer. Il n'y a jamais eu de corps, jamais de conclusion claire, seulement une disparition progressive des recherches, puis des questions. Je vis aujourd'hui dans la maison familiale, celle où nous avons grandi ensemble, située à la lisière d'une zone boisée que nous connaissions par cœur. Enfants, nous y passions des heures, et même après sa disparition, la forêt n'a jamais vraiment cessé de faire partie de ma vie. Elle a simplement changé de visage. La semaine dernière, je travaillais tard et je suis sorti prendre l'air derrière la maison, là où le terrain descend doucement vers les arbres. La nuit était calme, sans vent, et le silence était si dense qu'il en devenait presque inconfortable. C'est dans ce silence que j'ai entendu la voix. Elle était faible, légèrement étouffée, mais immédiatement reconnaissable. Pas parce qu'elle disait quelque chose de précis, mais à cause de son rythme, de ses inflexions,
de cette manière particulière de respirer entre les mots. C'était la voix de ma sœur, sans aucun doute possible. Elle venait de la forêt. Je suis resté immobile, incapable de bouger, partagé entre une montée d'espoir irrationnel et une peur profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. La voix ne répétait pas de phrases complètes. Elle produisait des fragments, des sons qui ressemblaient à des tentatives de parler, comme si quelque chose cherchait à se souvenir de la façon dont elle s'exprimait. Plus j'écoutais, plus quelque chose me dérangeait. Les intonations étaient justes, mais le timing ne l'était pas. Les silences étaient trop longs, les respirations trop régulières, comme si la voix était rejouée plutôt que vécue. Il n'y avait aucune émotion réelle derrière les sons, seulement une imitation précise. La voix s'est déplacée lentement, décrivant un cercle à la limite de la lisière, sans jamais s'approcher directement. Elle semblait consciente de l'endroit exact où je me trouvais, ajustant sa position pour rester audible sans devenir trop proche. J'ai eu la sensation très claire que si je faisais un pas vers les arbres, quelque chose changerait définitivement. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte, restant éveillé toute la nuit. La voix s'est tue après un long moment, laissant derrière elle un silence encore plus lourd qu'avant. Le lendemain matin, j'ai trouvé des traces derrière la maison. Pas des empreintes humaines, mais des marques confuses, comme si le sol avait été comprimé par un poids mal réparti. Certaines branches basses étaient cassées vers l'intérieur, en direction de la forêt, comme si quelque chose s'était déplacé en reculant. Depuis, je n'entends plus la voix. Ce qui me terrifie le plus, c'est que je ne crois pas que c'était ma sœur. Je pense que ce qui se trouve dans ces bois a simplement compris que sa voix était la seule chose capable de me faire sortir. Et je sais, au fond de moi, que si ça recommence, je ne suis pas certain d'avoir la force de rester à l'intérieur. Quand j'étais en formation initiale à Fort Leonard Wood, nous occupions certaines des plus anciennes casernes encore en service, et des milliers de soldats y avaient été formés. En formation de base, il est malheureusement assez courant que des gens décrochent à cause de tentatives de suicide ou de dépression. Environ 3 ans auparavant, quelqu'un s'était pendu dans le placard du concierge où nous gardions tout le matériel de nettoyage. Une nuit, mon ami et camarade de chambrée s'est réveillé pour son tour de garde incendie vers 2 heures du matin, nettoyage et contrôle à des heures indécentes. Il m'a raconté qu'il avait ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il a regardé vers le fond du dortoir et a vu ce qu'il décrit comme une silhouette sombre de 2 à 2,10 mètres de haut, dans un coin de la chambrée, en train de regarder tout le monde dormir. Il a dit avoir senti le sang quitter sa tête, et lui et son binôme ont choisi d'ignorer ça jusqu'au matin avant d'en parler à qui que ce soit. Une fois qu'il en a parlé, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre et des choses étranges ont commencé à se produire. Un des holdovers, quelqu'un qui n'avait pas terminé l'entraînement du cycle précédent, a entendu l'histoire. Il ne connaissait pas du tout mon ami, mais il est venu le voir et lui a dit « Alors c'est toi qui l'as vu, hein ?» Puis il lui a dit « Ne me montre pas où tu l'as vu, c'est moi qui vais te montrer », et il est allé droit dans ce putain de coin exact en disant « C'est ici que le soldat qui a marché en dormant, marmonnait dans sa barbe et fixait le coin. » Quelques jours passent et d'autres trucs bizarres arrivent. J'étais de garde incendie et j'attendais juste que ça se termine, vers 3 ou 4 heures du matin, avec 3 autres gars. On a entendu nos haltères de 25 kilos commencer à rouler dans la salle de kill room où on faisait les briefings d'entraînement. Personne n'était réveillé à part nous, et quand on est allé voir qui ou quoi les faisait bouger, il n'y avait personne dans la pièce. Il faisait un froid glacial, alors qu'on était en plein été dans le Missouri. On a un peu paniqué et on est retourné en courant dans le couloir, là où il y avait de la lumière, et on est resté assis en silence. La dernière chose qui est arrivée, c'est qu'une instructrice est venue faire un contrôle de présence très tôt le matin. Elle est entrée dans notre chambrée et a vu un soldat debout dans le même coin que la silhouette. Elle lui a hurlé de retourner se coucher, ce qui l'a sorti de sa torpeur et m'a réveillé aussi tellement elle criait fort. Et d'après les autres gars de garde, ils ont entendu la porte des toilettes claquer pendant qu'ils étaient dans la chambrée. L'instructrice est allée engueuler le soldat qui aurait couru aux latrines, elle a ouvert la porte et le détecteur de mouvement ne s'était même pas déclenché.
Je fais du kayak depuis des années. La semaine dernière, quelque chose a nagé sous moi et m'a suivi jusqu'à la rive. Je fais du kayak depuis longtemps, assez pour connaître les courants, les bruits normaux de l'eau et les mouvements imprévisibles des animaux. Je navigue souvent seul, sur des lacs ou des rivières isolées, parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise. Jusqu'à récemment, je n'ai jamais eu de véritable frayeur sur l'eau. La semaine dernière, je pagayais sur un lac profond que je connais bien, un plan d'eau sombre entouré de forêts épaisses, rarement fréquenté en dehors de la haute saison. La surface était calme, presque immobile, et le ciel couvert rendait l'eau encore plus opaque que d'habitude. C'est arrivé sans avertissement. Sous le kayak, l'eau a brusquement changé de texture, passant d'un mouvement fluide à une résistance étrange, comme si quelque chose de massif se déplaçait juste sous la surface. Le kayak a légèrement basculé, pas assez pour me faire tomber, mais suffisamment pour me faire comprendre que ce n'était pas un simple courant. En regardant vers le fond, je n'ai rien vu de précis, seulement une large ombre qui glissait lentement sous moi. Elle était trop grande pour être un poisson et trop régulière pour être un jeu de lumière. Elle avançait sans remuer l'eau de manière chaotique, comme si elle connaissait parfaitement sa trajectoire. J'ai accéléré le mouvement, pagayant vers la rive la plus proche, en essayant de rester calme. L'ombre a suivi. Elle ne se rapprochait pas vraiment, mais elle ne s'éloignait pas non plus. Elle restait juste assez près pour que je la sente, accompagnant chaque coup de pagaie avec une précision troublante. À mesure que je m'approchais du rivage, j'ai remarqué que l'eau devenait plus trouble autour de moi, comme si le fond était remué par quelque chose de large et de lourd. Par moments, une forme plus claire apparaissait sous la surface, suggérant une structure, peut-être un dos ou une tête, avant de disparaître aussitôt. Quand le kayak a touché le sol, j'ai sauté hors de l'eau sans réfléchir. En me retournant, j'ai vu l'eau se gonfler légèrement près de la rive, formant une ondulation trop lente pour être une vague. La forme s'est arrêtée là, à quelques mètres à peine, comme si elle respectait une limite invisible. Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé. L'eau est redevenue calme, lisse, presque banale. Puis l'ombre a reculé, disparaissant progressivement dans les profondeurs, sans éclaboussure, sans bruit. Depuis ce jour, je n'ai plus remis mon kayak à l'eau. Ce qui me hante le plus, ce n'est pas la taille de la chose, ni même sa proximité, mais le sentiment très clair qu'elle ne faisait que m'accompagner, comme pour m'observer. Et parfois, quand je regarde une étendue d'eau trop sombre, j'ai encore cette impression que quelque chose attend juste sous la surface, prêt à suivre le moindre mouvement. Je suis plutôt quelqu'un de sceptique, du genre à chercher une explication logique à tout. Mais honnêtement, pour cette histoire-là, je n'en ai toujours pas trouvé. Quand j'étais enfant, la maison de ma grand-mère avait un étage inférieur, une sorte de sous-sol semi-enterré. Je n'aimais pas y aller. Pas pour une raison précise au début, juste un malaise diffus. Chaque fois que je descendais là-bas, il faisait froid. Pas un froid normal, pas le genre de fraîcheur que tu peux expliquer par l'ombre ou l'humidité. Un froid anormal. Même en plein été dans le Queensland, quand la chaleur est normalement écrasante, cet endroit restait glacé. Mais ce n'était pas seulement la température. Il y avait aussi cette sensation constante d'être observé. Comme si je n'avais rien à faire là. Comme si je dérangeais quelque chose. J'avais l'impression très nette d'être en train de passer une limite invisible. Je me souviens encore de cette tension dans le corps, de ce besoin de remonter rapidement, sans trop savoir pourquoi. C'était profondément dérangeant. À l'époque, je mettais ça sur le compte de mon imagination d'enfant. J'étais jeune, facilement impressionnable, et je me disais que je dramatisais. Je n'ai jamais parlé de ce que je ressentais, parce que ça me semblait idiot. Et surtout, je ne savais pas quoi dire exactement. Des années plus tard, après le décès de ma grand-mère, nous étions réunis, ma mère, mon frère, ma sœur et moi. On parlait de souvenirs, de la maison, de choses banales. À un moment, la conversation a dérivé vers cet étage inférieur. Et c'est là que tout a changé pour moi. Ils ont commencé à décrire exactement la même chose que ce que j'avais ressenti.
Le froid étrange. Le malaise. Cette impression d'être observé, aussi bien en bas qu'à certains endroits en haut. Ma mère a dit qu'elle ne se sentait jamais totalement à l'aise dans cette maison. Mon frère et ma sœur ont confirmé. De mon côté, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir ressenti quelque chose de bizarre à l'étage principal. Il y avait aussi une pièce à l'arrière, là où ma grand-mère entreposait des affaires. Chaque fois que j'entrais dans cette pièce, je ressentais exactement la même chose que dans le sous-sol. Ce poids dans l'air. Cette sensation de présence. C'est à ce moment-là que j'ai appris quelque chose d'important. Mon grand-père était mort dans cette partie de la maison. Dans le sous-sol. Je ne l'avais jamais su enfant. Personne ne me l'avait dit. Pourtant, c'était précisément l'endroit où je me sentais le plus mal à l'aise. Puis mon frère a raconté quelque chose qui m'a encore plus troublé. Une nuit, alors qu'il était adolescent, il a vu ce qu'il a décrit comme une forme fantomatique traverser le couloir. La chose serait rentrée dans la chambre de ma sœur et serait restée là, à la regarder pendant un moment. À cette époque, ma sœur et lui étaient déjà grands, mais moi j'étais encore très petit, environ 3 ans, et je dormais avec ma mère. Je n'ai évidemment aucun souvenir de ça. Quand il l'a raconté, il n'a pas essayé de rendre l'histoire spectaculaire. Il l'a dit simplement, presque à contre-cœur. Comme quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment su comment interpréter. Ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, ce n'est pas l'idée d'un fantôme ou d'une présence précise. C'est le fait que nous ayons tous ressenti la même chose, indépendamment, sans jamais en parler entre nous pendant des années. Personne ne s'est influencé. Personne ne cherchait à se faire peur. Je ne peux toujours pas expliquer cette sensation. Je ne sais pas si c'était psychologique, lié à l'atmosphère de la maison, à son histoire, ou à autre chose. Tout ce que je sais, c'est que ce malaise était réel. Et même aujourd'hui, en y repensant, j'ai encore cette impression désagréable, comme si cet endroit n'avait jamais vraiment été vide. J'ai grandi en entendant parler d'une chose dans les montagnes. Je pensais que c'était pour nous faire peur. J'ai grandi dans une région montagneuse, dans un coin suffisamment isolé pour que les histoires circulent plus vite que les informations réelles. Depuis aussi loin que je me souvienne, il a toujours été question d'une chose qui vivrait quelque part dans les hauteurs, au-delà des sentiers balisés, là où les touristes ne vont jamais. Les adultes en parlaient rarement directement, mais c'était toujours présent en arrière-plan, comme une évidence qu'on n'avait pas besoin d'expliquer. Enfant, je pensais que c'était une simple histoire destinée à nous empêcher de nous aventurer trop loin. Une menace vague, sans forme précise, parfaite pour nourrir l'imagination. Avec le temps, j'ai fini par ne plus y penser du tout. Je suis revenu récemment pour quelques jours, après plusieurs années passées en ville. Les montagnes n'avaient pas changé, toujours aussi imposantes, toujours aussi silencieuses. Ce qui m'a frappé, en revanche, c'est la manière dont les habitants se comportaient encore. Certains chemins restaient évités sans raison apparente, et personne ne montait seul, même en plein jour. Lors d'une randonnée, je me suis aventuré plus loin que prévu, attiré par un ancien sentier à moitié effacé. Plus je montais, plus l'air devenait lourd, et plus le silence se faisait total. À un moment, j'ai réalisé que je n'entendais plus rien, pas même mes propres pas étouffés par le sol. C'était comme si le paysage entier retenait son souffle. C'est là que j'ai remarqué les marques. Elles étaient gravées dans la roche, profondes, régulières, trop grandes pour être accidentelles. Elles formaient un motif répétitif, presque circulaire, comme si quelque chose avait tourné sur place pendant très longtemps. Certaines pierres semblaient polies, lissées par un frottement constant. En continuant, j'ai ressenti cette sensation désagréable d'être suivi. Pas de manière urgente, mais persistante, comme une présence qui avançait à mon rythme, sans jamais se manifester directement. Chaque fois que je m'arrêtais, la sensation s'intensifiait, comme si la distance entre moi et ceux qui me suivaient se réduisait légèrement. Je n'ai jamais vu la chose dont parlaient les histoires. Ce que j'ai vu, en revanche, c'était son impact sur l'environnement. Des arbres tordus à des angles impossibles, des zones où la neige fondait étrangement vite,
laissant apparaître une terre sombre et humide, même à l'ombre. Tout semblait modifié, adapté à quelque chose de plus grand, de plus ancien. En redescendant, j'ai compris que la chose n'était pas un monstre qui rôdait au hasard. C'était une présence installée, intégrée au paysage, comme une part des montagnes elles-mêmes. Les histoires n'étaient pas là pour effrayer les enfants, mais pour maintenir une distance respectueuse. Depuis mon retour, j'évite les hauteurs, même en ville. Il m'arrive parfois de ressentir cette même sensation de pression silencieuse, comme si quelque chose, très loin, se souvenait encore de moi. Et je comprends maintenant que certaines montagnes ne sont pas seulement faites de pierre et de neige. Elles abritent des choses qui n'ont jamais eu besoin de descendre pour être réelles. Je pense que c'était peut-être simplement l'imagination d'un enfant de 8 ans, alimentée par une histoire effrayante pendant un trajet en remorque dans le noir vers les bois, mais je m'en souviens encore très bien. J'étais à une fête d'Halloween chez un ami qui habitait une maison isolée, loin de la banlieue, près d'une autoroute et au bout d'un long chemin de gravier. Leur terrain faisait plusieurs hectares, avec une grande cour à l'avant et, derrière, un champ dégagé qui menait à la forêt. C'était une tradition chez eux de tracer un sentier dans les bois pour que les gens s'y promènent pendant qu'on leur faisait peur. Ils décoraient généralement très bien et, même si je voyais venir les sursauts, je sursautais quand même. J'avais déjà emprunté ce sentier plusieurs fois avant et après cette nuit-là sans jamais revivre quelque chose d'étrange. Quand la nuit a commencé à tomber, ils ont commencé à charger une remorque de bottes de foin et de personnes pour nous transporter jusqu'au point de départ du sentier. La remorque était entourée d'une sorte de grillage, ce qui donnait l'impression d'une cage et me faisait croire qu'elle nous protégeait de tout ce qui pouvait se trouver dans les bois. Le trajet lent à travers l'obscurité profonde des champs aurait été bien plus angoissant sans ça. L'histoire effrayante changeait chaque année, et cette fois-là, c'était celle de l'homme-cochon. On peut facilement deviner le scénario. Une femme donne naissance à un bébé difforme, l'enfant grandit maltraité et caché des autres, puis finit par exploser, tuer sa famille et s'enfuir dans les bois. Exactement ce qu'on a envie d'entendre quand on est un enfant qui a peur du noir, au milieu d'une forêt sombre et inquiétante. Nous avons commencé à marcher sur le sentier et j'ai vu, à différents moments, le grand frère et le père de mon ami, chacun portant un masque de cochon et des haches. Je savais que c'étaient des humains parce que les masques laissaient apparaître un bord au niveau du cou et que leurs mains étaient normales. Je me souviens encore de leurs vêtements, une chemise à carreaux et un jean avec des bottes de travail, très stéréotypés. Les deux portaient du rouge pour donner l'illusion qu'il n'y avait qu'un seul homme cochon. Près de la fin du sentier, il y avait une petite cabane. Elle avait une entrée à l'avant et une à l'arrière, et la mère de mon ami, Pan, se trouvait à l'intérieur, déguisée en sorcière, ce qui ne collait pas du tout à l'histoire dans mon souvenir. Mais elle distribuait des bonbons, alors je me suis tu, j'en ai pris et j'ai traversé pour ressortir de l'autre côté. En me retournant, je l'ai vue. La cabane était assez basse, je devais me pencher à l'intérieur, et Pan était assise. Il y avait un homme cochon avec ses sabots posés sur le toit de la cabane, comme s'il regardait à l'intérieur. J'ai failli lui parler, mais ma voix s'est figée quand j'ai réalisé la différence. Des sabots. Mes yeux ont cherché la limite du masque, sans la trouver. Ni le père ni le fils, Caleb, n'étaient trapus. Et aucun des deux ne portait de salopette sale. Je suis parti aussi vite que j'ai pu, réalisant plus tard que j'avais pratiquement abandonné tous les autres à leur sort, au cas où cet homme cochon n'aurait pas été le fruit de mon imagination. Je n'ai aucune explication à ce que j'ai vu, si ce n'est l'imagination débordante d'un enfant de 8 ans, et aujourd'hui je regrette de ne pas avoir attendu quelqu'un d'autre ou d'avoir demandé à Pan ce que c'était. Je me demande encore si j'ai réellement vu quelque chose dans les bois cette nuit-là. On m'a payé pour installer des caméras dans une réserve naturelle. Aucune ne pointe plus vers la forêt. J'ai accepté ce contrat parce qu'il était simple et très bien payé. Il s'agissait d'installer une série de caméras de surveillance dans une réserve naturelle récemment fermée au public, officiellement pour lutter contre le braconnage et les intrusions nocturnes. Le travail devait prendre 3 jours, seul, avec un véhicule et du matériel déjà prêt. Dès mon arrivée,
j'ai trouvé l'endroit étrangement vide. Pas seulement de visiteurs, mais de vie en général. La forêt était dense, mais silencieuse, comme si les oiseaux et les insectes avaient déserté la zone. Je me suis dit que c'était lié à la saison, ou au hasard. Le premier jour, tout s'est déroulé normalement. J'ai installé les caméras le long des sentiers, près des points d'accès et autour des zones sensibles. Elles étaient toutes orientées vers la forêt, comme prévu, couvrant les passages possibles. Avant de repartir pour la nuit, j'ai vérifié les flux depuis la station mobile. Tout fonctionnait parfaitement. Le deuxième matin, quelque chose clochait. Plusieurs caméras avaient changé d'angle. Pas légèrement, comme si le vent les avait déplacées, mais de manière nette, volontaire. Certaines pointaient désormais vers le sol, d'autres vers le ciel, et quelques-unes étaient orientées directement vers les chemins, loin de la forêt. J'ai d'abord cru à un sabotage humain, même si ça n'avait aucun sens vu l'isolement de la zone. Je les ai toutes réajustées. En fin de journée, j'ai consulté les enregistrements de la nuit précédente. Il n'y avait rien de spectaculaire. Aucun animal visible, aucune silhouette identifiable. Pourtant, sur plusieurs vidéos, on voyait la caméra bouger lentement, comme si quelque chose la manipulait avec une extrême précaution. Le mouvement était fluide, contrôlé, et surtout trop lent pour être accidentel. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que la chose n'apparaissait jamais à l'image. La caméra se déplaçait, mais le champ restait vide. La nuit suivante, j'ai laissé le système tourner pendant que je dormais dans le véhicule, garé près du centre de la réserve. Je me suis réveillé avec une sensation de malaise profond, sans bruit particulier pour m'expliquer pourquoi. En consultant les flux en direct, j'ai remarqué que presque toutes les caméras avaient à nouveau changé d'orientation. Aucune ne faisait face à la forêt. Elles étaient toutes tournées vers l'intérieur de la réserve, vers les chemins, les clairières, et surtout vers la zone où je me trouvais. Certaines couvraient même l'emplacement exact de mon véhicule, comme si le système avait été reconfiguré pour m'observer. En regardant les enregistrements, j'ai remarqué un détail encore plus troublant. Chaque fois qu'une caméra changeait d'angle, l'environnement semblait réagir légèrement. Les arbres bougeaient à contre-vent, les ombres se déformaient pendant une fraction de seconde, et le son ambiant devenait étouffé, comme si quelque chose absorbait le bruit. J'ai quitté la réserve plus tôt que prévu, en laissant une partie du matériel sur place. Personne ne m'a rappelé pour demander des explications. Le paiement est arrivé comme prévu, sans commentaire. Quelques jours plus tard, par curiosité malsaine, j'ai essayé d'accéder à distance au flux. Toutes les caméras fonctionnaient encore, mais aucune ne montrait la forêt. Elles restaient obstinément tournées vers les zones ouvertes, comme si quelque chose avait décidé que ce qui se trouvait entre les arbres ne devait plus jamais être observé. Je crois que ce n'était pas moi qu'on surveillait au départ. Je pense que les caméras ont été déplacées pour s'assurer qu'aucun regard ne se pose là où il ne devrait pas. J'ai accepté un boulot de garde forestier pour l'été. Au bout de 3 semaines, j'ai compris pourquoi personne ne restait plus de 2 mois. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Je n'ai jamais cru aux histoires de monstres, de créatures dans les bois ou de phénomènes inexpliqués. J'ai grandi à la campagne, je connais les bruits normaux d'une forêt, et je fais la différence entre la peur et l'imagination. C'est pour ça que j'ai accepté ce travail sans hésiter. Le poste était simple, garde forestier saisonnier dans une réserve très isolée. Peu de touristes, beaucoup de kilomètres de sentiers, une cabane fournie pour dormir. Le salaire était étonnamment bon pour un job d'été. Ce qui aurait dû m'alerter, c'est la facilité avec laquelle j'ai été embauché. Aucun test, aucun réel entretien, aucune mise en garde. Les premiers jours se sont déroulés normalement. La forêt était calme, presque trop. Les animaux se faisaient discrets, mais rien d'inquiétant. Je passais mes journées à marcher, vérifier des capteurs, signaler des arbres tombés. La nuit, je dormais mal à cause du silence, mais je mettais ça sur le compte de l'isolement. La deuxième semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose de difficile à expliquer. J'avais souvent l'impression de ne pas être seul.
Pas une sensation vague, mais une certitude physique, comme si mon corps réagissait avant mon cerveau. Par moments, en marchant sur les sentiers, j'entendais des pas derrière moi. Pas des branches qui craquent au hasard. Des pas réguliers, synchronisés avec les miens. Chaque fois que je m'arrêtais, le bruit cessait. Quand je repartais, ça recommençait. Je n'ai jamais aperçu quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé des empreintes. Elles étaient grandes, allongées, plus profondes que ce que le poids d'un humain aurait dû produire. Le plus troublant, c'est qu'elles n'allaient nulle part. Elles apparaissaient sur le sentier, puis disparaissaient brusquement, comme si la chose s'était dissoute dans l'air. La 3e semaine a été la pire. La nuit, je me réveillais avec l'impression d'être observé. Pas depuis l'intérieur de la cabane, mais depuis l'extérieur. J'entendais parfois quelque chose tourner lentement autour du bâtiment. Les pas étaient lourds, prudents, presque méthodiques. Jamais pressés. Comme si la chose savait que je n'avais nulle part où aller. Un soir, j'ai entendu mon prénom. Prononcé clairement. Sans émotion. Sans urgence. Comme une simple tentative de vérification. Je n'avais croisé personne depuis des jours. Le lendemain matin, j'ai découvert des marques sur un arbre face à la cabane. Elles étaient trop hautes pour un animal. Trop nettes pour être accidentelles. Un symbole, ou peut-être une trace volontaire. Quelque chose qui ressemblait plus à une signature qu'à une griffure. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas censé comprendre ce qui se passait. Que le simple fait de rester plus longtemps était une erreur. Je suis parti le jour même, sans prévenir. En rendant le matériel, j'ai constaté que mon départ ne surprenait personne. La date a été notée, comme si elle faisait partie d'une liste déjà longue. Depuis, je ne retourne plus jamais seul en forêt. Et quand j'entends des gens dire que les bois sont calmes, je sais maintenant que ce n'est pas parce qu'ils sont vides. Mon chien refuse soudainement de regarder la ligne des arbres derrière ma maison. Hier, j'ai compris pourquoi. Je vis dans une maison isolée, en bordure d'une forêt dense qui commence juste derrière mon jardin. Ce n'est pas un endroit inquiétant en soi, et pendant des années, je n'ai jamais eu le moindre problème. Mon chien, un animal calme et habitué à l'extérieur, passait la plupart de ses journées à explorer le terrain, toujours curieux de ce qui se passait autour de lui. C'est pour ça que son changement de comportement m'a immédiatement marqué. Un matin, je l'ai remarqué immobile au milieu du jardin, le corps tendu, la tête tournée vers la lisière des arbres. Il ne grognait pas, ne remuait pas la queue, ne faisait aucun bruit. Il se contentait de fixer la forêt, avant de détourner brusquement le regard, comme s'il refusait de soutenir ce qu'il voyait. À partir de ce jour-là, il a cessé de s'approcher de cette zone. Les jours suivants, il évitait systématiquement la ligne des arbres, même pour aller chercher une balle ou suivre une odeur. Si je m'en approchais moi-même, il reculait, cherchant à se placer derrière moi, ses oreilles plaquées et son souffle court. Rien d'autre dans son comportement n'avait changé, ce qui rendait cette peur encore plus étrange. J'ai essayé de me convaincre qu'il avait simplement senti un animal sauvage, peut-être un prédateur de passage. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas une peur ordinaire. Il ne surveillait pas la forêt. Il l'ignorait volontairement. La nuit, son comportement était encore plus troublant. Il refusait de dormir près des fenêtres donnant sur l'arrière de la maison et se réveillait parfois en sursaut, les yeux grands ouverts, fixant un point invisible dans l'obscurité, avant de se déplacer lentement vers une autre pièce. Il ne faisait jamais de bruit, comme s'il avait compris que le silence était important. Hier soir, j'ai décidé de sortir seul dans le jardin. La forêt était plongée dans une obscurité presque totale, mais j'ai immédiatement ressenti cette sensation désagréable d'être observé. Pas de manière diffuse, mais depuis un point précis, situé juste au-delà des premiers arbres. L'air semblait plus lourd à cet endroit, comme si quelque chose occupait l'espace sans être visible. En regardant attentivement, j'ai distingué une forme immobile, partiellement dissimulée par les troncs.
Elle ne ressemblait pas à un animal. Elle était trop haute, trop droite, et surtout trop statique. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que je n'ai jamais vu cette forme arriver. Elle était simplement là, comme si elle avait toujours fait partie du décor. J'ai reculé lentement vers la maison, sans quitter la forêt des yeux. La forme n'a pas bougé. Elle n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait à faire comprendre que je n'étais pas censé être là. Une fois à l'intérieur, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus dérangeant. Mon chien était assis près de la porte, immobile, tourné vers moi. Il ne regardait pas la forêt. Il me regardait moi, comme s'il essayait de vérifier quelque chose. Depuis ce moment-là, je n'ose plus sortir la nuit. La forme n'est plus visible, mais mon chien continue d'éviter la lisière, et parfois, quand je me tiens près de la fenêtre, j'ai l'impression très nette que quelque chose, dans la forêt, a légèrement changé de position. Comme si ça s'était rapproché. Mon grand-père disait qu'il fallait rentrer avant le coucher du soleil dans ce village. Je l'ai pris pour un fou, jusqu'à hier soir. J'ai passé une grande partie de mon enfance dans un petit village rural où vivait mon grand-père, un endroit suffisamment isolé pour que les gens s'y connaissent tous sans vraiment se fréquenter. Il y avait des règles non écrites que personne ne remettait en question, des habitudes que les anciens respectaient sans jamais les expliquer, et parmi elles, une en particulier revenait sans cesse: il ne fallait jamais rester dehors après le coucher du soleil. À l'époque, je pensais que c'était une superstition de plus, une manière un peu archaïque de contrôler les enfants et de maintenir une forme d'ordre. Le genre de choses qu'on raconte quand on vit trop loin de tout et qu'on s'ennuie. En grandissant, je m'en suis moqué intérieurement, et j'ai toujours été convaincu que mon grand-père lui-même n'y croyait pas vraiment, qu'il répétait simplement ce qu'on lui avait appris. Je suis revenu au village cette semaine pour vider sa maison après son décès, et dès mon arrivée, j'ai retrouvé cette atmosphère étrange, ce silence pesant qui s'installe dès que le soleil commence à descendre derrière les collines. Les rues se vident rapidement, les volets se ferment tôt, et même les chiens cessent d'aboyer comme s'ils obéissaient à un signal invisible. Hier soir, j'ai perdu la notion du temps en triant de vieilles affaires. Quand je suis sorti pour jeter des cartons, le ciel était déjà sombre, teinté de ce bleu profond qui précède la nuit complète. Le village semblait figé, comme s'il avait été abandonné en quelques minutes. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit, pas même le vent. C'est là que j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Au bout de la rue, là où les lampadaires cessent de fonctionner depuis des années, une silhouette se tenait immobile. Elle avait une forme vaguement humaine, mais ses proportions étaient incorrectes, trop grandes, trop étirées, comme si quelqu'un avait essayé d'imiter un corps humain sans en comprendre la structure. Elle ne bougeait pas, mais j'avais la certitude absolue qu'elle me regardait. J'ai fait demi-tour presque instinctivement, le cœur battant trop fort, tentant de rester calme, de me convaincre que mon esprit me jouait des tours. En marchant, j'ai entendu des pas derrière moi, lents et traînants, qui ne cherchaient même pas à se cacher. Ils n'accéléraient pas, ne se rapprochaient pas non plus, mais ils restaient à une distance constante, comme si la chose savait exactement jusqu'où aller. Quand j'ai atteint la maison, j'ai refermé la porte et verrouillé sans réfléchir, restant immobile dans l'obscurité, à écouter. Les pas se sont arrêtés devant l'entrée. J'ai perçu un mouvement, quelque chose qui se penchait, comme pour examiner la porte de trop près. Puis plus rien. Ce matin, en sortant, j'ai remarqué des traces sur le sol poussiéreux devant la maison. Elles n'étaient pas des empreintes de pas normales, mais des marques allongées, irrégulières, qui semblaient avoir été laissées par quelque chose qui ne marchait pas vraiment, mais se déplaçait autrement, en glissant ou en traînant son poids. Je comprends maintenant pourquoi personne ne reste dehors après le coucher du soleil dans ce village. Ce n'est pas par peur irrationnelle, ni par tradition inutile. C'est parce que certaines choses n'appartiennent qu'à la nuit, et qu'elles attendent simplement que quelqu'un oublie les règles pour se rappeler à son souvenir. Je vis seul près d'un lac isolé. Quelque chose frappe sous l'eau chaque nuit exactement à 2h17. Je vis au bord d'un lac isolé depuis un peu plus d'1 an maintenant, dans une maison que j'ai héritée d'un oncle que je connaissais à peine.
L'endroit est magnifique, loin de tout, entouré de forêts épaisses, et suffisamment retiré pour que les nuits soient totalement noires, sans aucune pollution lumineuse. J'ai toujours aimé le calme, et pendant longtemps, cet endroit m'a semblé parfait. Les premiers mois ont été paisibles. Le lac était immobile la plupart du temps, parfois troublé par des poissons ou le passage d'un animal, mais rien d'anormal. La nuit, j'entendais parfois le clapotis de l'eau contre la berge, un bruit répétitif et presque apaisant qui m'aidait à m'endormir. Puis, sans raison apparente, quelque chose a changé. La première fois que je l'ai remarqué, je me suis réveillé en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant, avec cette sensation étrange d'avoir été tiré du sommeil par un bruit précis. J'ai regardé l'heure par réflexe. Il était exactement 2h17. À ce moment-là, un choc sourd a résonné sous la surface du lac, juste en face de la maison, suffisamment fort pour faire vibrer légèrement les vitres. J'ai mis ça sur le compte d'un tronc flottant ou d'un animal un peu trop gros. Le lendemain, j'ai inspecté la rive, sans rien trouver d'inhabituel. La nuit suivante, le même bruit s'est produit. À la même heure. Le même choc profond, comme si quelque chose de massif frappait l'eau depuis les profondeurs. La régularité m'a mis mal à l'aise, mais j'ai encore essayé de rationaliser, parlant de phénomènes naturels, de pression, de changement de température. Au bout d'une semaine, je ne dormais plus vraiment. J'attendais. Je restais allongé, les yeux ouverts dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'heure arrive. À 2h17, le lac résonnait à nouveau, parfois une seule fois, parfois deux, toujours au même endroit, toujours avec cette impression que le choc venait de très bas. Une nuit, j'ai décidé de regarder. Je me suis approché de la fenêtre qui donne directement sur l'eau. La surface du lac était parfaitement lisse, reflétant faiblement le ciel étoilé. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé, puis j'ai vu une large ondulation circulaire se former, comme si quelque chose venait de heurter l'eau par en dessous. Juste après, une forme sombre a glissé sous la surface, trop grande pour être un poisson, trop lente pour être un simple courant. Ce qui m'a le plus perturbé, ce n'est pas sa taille, mais sa trajectoire. La chose ne se déplaçait pas au hasard. Elle longeait la berge, passant devant la maison, puis continuait jusqu'à disparaître dans l'obscurité, comme si elle suivait un parcours précis. Le lendemain matin, j'ai remarqué que l'eau près de la rive était trouble, marquée par des sillons étranges, comme si quelque chose de lourd s'y était frotté à répétition. J'ai aussi trouvé des traces humides sur les rochers, bien au-dessus du niveau normal du lac, comme si l'eau avait été déplacée par une masse bien plus grande que ce que ce lac était censé abriter. Depuis, les bruits continuent. Toujours à 2h17. Je n'essaie plus de comprendre ce que c'est. Je sais seulement que ça frappe pour signaler quelque chose, peut-être pour vérifier que je suis encore là. Et certaines nuits, juste après l'impact, j'ai l'impression que le lac se rapproche un peu plus de la maison, comme si la berge reculait lentement, attirée vers ce qui attend sous l'eau. Je pensais que les bruits d'enfants dans la forêt étaient une légende. Maintenant je sais qu'ils imitent très mal. Je vis à proximité d'une grande zone forestière depuis plusieurs années, suffisamment près pour entendre les animaux la nuit, mais assez loin pour ne jamais croiser personne par hasard. Les habitants du coin parlent souvent de bruits étranges dans les bois, surtout après la tombée de la nuit, et plus particulièrement de cris ou de rires d'enfants. J'ai toujours pris ça pour des histoires locales, le genre de rumeurs qui naissent quand on vit trop longtemps entouré d'arbres et de silence. Au début, moi aussi, j'entendais parfois des sons étranges. Des cris aigus, étouffés par la distance, ou des voix lointaines difficiles à identifier. Je mettais ça sur le compte des renards, des chouettes ou de mon imagination. Beaucoup d'animaux produisent des sons surprenants, et je le savais parfaitement. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la précision. Un soir, alors que je rentrais d'une longue promenade en fin d'après-midi, j'ai entendu un rire distinctement humain provenant de l'intérieur de la forêt. Pas un cri animal ressemblant vaguement à un rire, mais un son clair, bref, presque joyeux. Il m'a immédiatement mis mal à l'aise, car il n'avait rien à faire là. Aucun enfant ne se promène seul aussi profondément dans les bois, encore moins à cette heure-là. Les jours suivants,
les bruits ont continué. Toujours à la limite de l'audible, toujours suffisamment éloignés pour être impossible à localiser précisément. Parfois, il s'agissait de pleurs, parfois de murmures, parfois de ce qui ressemblait à quelqu'un appelant à l'aide. Les intonations étaient justes, mais quelque chose sonnait faux, comme si la voix copiait la forme sans en comprendre l'émotion. Une nuit, le son est venu de beaucoup plus près. Je me suis figé en l'entendant, conscient immédiatement que ce n'était pas un animal. La voix semblait venir de derrière les arbres, à moins de 50 mètres de la maison. Elle répétait un même motif sonore, une sorte de plainte brisée, trop régulière pour être naturelle. En l'écoutant attentivement, j'ai compris ce qui me dérangeait le plus, les pauses étaient mal placées, comme si la respiration était imitée plutôt que réellement vécue. Je n'ai pas bougé. J'ai éteint les lumières et attendu. Le bruit s'est déplacé lentement, décrivant un arc autour de la maison, sans jamais s'approcher directement, comme si quelque chose testait les limites, observant mes réactions. À un moment, le son s'est arrêté brusquement, laissant place à un silence si profond qu'il semblait artificiel. Le lendemain matin, j'ai trouvé des traces près de la lisière. Elles n'étaient pas clairement des empreintes de pas, mais plutôt des marques irrégulières, comme si quelque chose s'était appuyé sur le sol avec trop de points de contact. L'herbe était couchée dans une direction étrange, et certaines branches avaient été pliées vers l'intérieur, comme si la forêt elle-même avait été déplacée. Depuis, je n'entends plus de bruit d'enfants. À la place, il m'arrive parfois d'entendre des sons plus familiers, des bruits que je reconnais instantanément, des fragments de voix que j'ai déjà entendus dans ma vie, mais qui ne devraient absolument pas se trouver là, au milieu des bois. Et c'est là que je comprends que ce qui se cache dans la forêt n'essaie plus d'attirer n'importe qui. Ça apprend. Je travaille de nuit dans une station-service paumée. Le problème, ce n'est pas les clients, c'est ce qui les suit parfois. Je travaille de nuit dans une station-service située sur une route secondaire, à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. C'est le genre d'endroit où la circulation s'arrête presque complètement après minuit, où les heures s'étirent dans un silence monotone, seulement interrompu par le bourdonnement des néons et le bruit du réfrigérateur à boissons. Au début, ce travail me paraissait idéal. Peu de clients, beaucoup de temps pour lire ou regarder mon téléphone, et une impression de calme presque rassurante. La nuit, la route semble figée, comme si le monde s'était mis sur pause. Puis j'ai commencé à remarquer un détail étrange. Certains clients entraient avec une attitude différente des autres. Ils avaient l'air tendus, regardaient souvent par-dessus leur épaule, passaient plus de temps que nécessaire à observer l'extérieur à travers les vitres. Leurs gestes étaient mécaniques, pressés, comme s'ils essayaient de ne pas rester trop longtemps. Au début, je pensais qu'ils avaient simplement peur de tomber en panne au milieu de nulle part, ou qu'ils n'étaient pas habitués à conduire de nuit. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la station-service qui les mettait mal à l'aise. C'était ceux qui restaient dehors pendant qu'ils entraient. À plusieurs reprises, j'ai remarqué que la porte automatique se refermait lentement derrière eux, et qu'au moment précis où elle cessait de bouger, l'éclairage extérieur semblait légèrement s'assombrir, comme si quelque chose venait d'interrompre la lumière. À travers les vitres, je distinguais parfois une forme immobile près des pompes, trop sombre pour être clairement définie, mais suffisamment présente pour donner l'impression qu'elle occupait beaucoup plus d'espace qu'elle ne le devrait. Ce qui me troublait le plus, c'était la cohérence du phénomène. Peu importe l'heure ou la météo, la chose restait toujours à une certaine distance de l'entrée, jamais directement sous les lampes, toujours à la limite de la lumière, comme si elle comprenait parfaitement où elle pouvait se tenir sans être vue clairement. Un soir, j'ai remarqué que l'un des clients avait laissé des traces humides sur le sol en entrant, comme s'il avait traversé quelque chose de mouillé avant d'ouvrir la porte. Ces traces ne ressemblaient pas à de l'eau ou de la boue, mais plutôt à une substance visqueuse qui s'évaporait lentement, laissant derrière elle une odeur métallique difficile à décrire. À travers la vitre, j'ai vu la silhouette se déplacer. Pas rapidement. Pas de manière agressive. Elle a glissé légèrement, modifiant sa position comme si elle s'adaptait à l'angle de vue, cherchant toujours à rester indistincte. J'ai eu l'impression troublante qu'elle observait l'intérieur du magasin,
non pas avec curiosité, mais avec patience. Après le départ du client, la forme a disparu sans bruit, absorbée par l'obscurité au-delà des lampes. Il ne restait aucune trace, aucun mouvement, comme si elle n'avait jamais été là. Depuis ce soir-là, je fais plus attention. Je remarque que certains clients arrivent déjà stressés, mais repartent encore plus vite qu'ils ne sont venus. Je remarque aussi que parfois, quand personne ne s'arrête pendant des heures, quelque chose se tient quand même près des pompes, immobile, comme si ça attendait. Je ne crois pas que cette chose s'intéresse à la station-service elle-même. Je pense qu'elle suit les gens. Et certaines nuits, quand aucun client ne vient, j'ai l'impression très nette que c'est moi qu'elle attend de voir sortir. C'était une nuit vraiment noire. Pas juste sombre, mais totalement opaque, le genre de nuit où on a l'impression que la lumière disparaît à quelques mètres seulement. J'étais dans un bus en direction d'une petite ville à mi-chemin entre Melbourne et Canberra. Le trajet était long, monotone. Il n'y avait que moi et le chauffeur. Aucun autre passager. Personne ne parlait. Le moteur ronronnait et les phares découpaient un tunnel de lumière dans le noir. Ça faisait un moment que je n'avais vu aucune voiture passer. Aucun lampadaire. Aucune maison. Juste des paddocks vides, des clôtures, des arbres qui défilaient à toute vitesse. Des champs de vaches plongés dans l'obscurité, avec parfois la silhouette d'un arbre solitaire qui apparaissait puis disparaissait aussitôt. Je regardais dehors sans vraiment réfléchir, un peu hypnotisé par le mouvement répétitif des troncs et des branches qui glissaient le long de la vitre. Et puis je l'ai vu. Au début, mon cerveau n'a pas compris ce qu'il regardait. Il y avait quelque chose dans le champ, parallèle à la route. Une forme qui bougeait. C'était immense. Pas juste grand, mais démesuré, au point que ça n'avait aucun sens. Son corps était aussi épais qu'un tronc d'arbre. Et ses bras et ses jambes étaient beaucoup trop longs. J'ai eu l'impression que ses membres faisaient au moins 2 fois la longueur du bus. Sa peau, ou ce qui ressemblait à une peau, était si sombre qu'elle se fondait presque complètement dans la nuit. Je pouvais à peine distinguer ses contours. Ce n'est que parce qu'il bougeait que je pouvais le voir. Et il courait. Il courait à côté du bus. Je me souviens très clairement de cette pensée. Le bus roulait à bonne allure sur cette route de campagne, et pourtant cette chose restait à notre hauteur, dans les paddocks à côté, sautant par-dessus les clôtures sans ralentir. Je l'ai vu franchir une barrière d'un seul bond, ses longues jambes se repliant puis se déployant comme celles d'un animal qui n'aurait jamais dû exister. Ses bras balançaient derrière lui quand il courait, presque traînant, comme s'ils étaient trop longs pour son propre corps. C'était profondément dérangeant à regarder. Il n'y avait rien de naturel dans ses proportions. Rien qui corresponde à un animal connu. Et pourtant, il se déplaçait avec une facilité terrifiante, comme si ce terrain lui appartenait. Je n'ai pas parlé au chauffeur. J'étais complètement figé, incapable de détourner le regard. Une partie de moi se disait que si je cessais de le regarder, il disparaîtrait peut-être. Ou qu'il se rapprocherait. Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles, un battement lourd et rapide, comme si mon corps avait compris le danger avant mon esprit. Et puis, soudainement, une voiture est arrivée en face. Ses phares ont traversé la nuit, illuminant brièvement les paddocks de l'autre côté de la route. Juste une seconde de lumière supplémentaire. Et la chose a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Les champs étaient vides. Les clôtures intactes, les arbres immobiles. Le bus continuait sa route comme si rien ne s'était passé. Je suis resté collé à la vitre pendant encore de longues minutes, à scruter l'obscurité, persuadé que je la reverrais surgir à nouveau. Mais rien n'est revenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.